Bonjour François. Bonjour Maxime. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau webinaire Itavi. On est heureux en tout cas de vous recevoir pour parler économie ce matin, pour parler marché des œufs et des ovoproduits en France, dans le monde, en Europe, et pour vous parler également du marché du lapin. François et le service économie vont officier. Alors, j'espère votre participation active. On est pour le moment un peu plus d'une vingtaine. Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Vous avez le chat à disposition. Installez-vous bien. Et écoutez, moi, je crois qu'on va pouvoir lancer ce webinaire. Je vais remercier les gens qui nous soutiennent pour mettre en œuvre ces webinaires, en l'occurrence Fidia, Bytecna et Wisium. On les remercie pour leur soutien. Ce travail est aussi réalisé en collaboration avec Filière Avicole. Écoute, François, maintenant, j'ai envie de te dire, the floor is yours. Merci. Bonjour à tous. Et on se retrouve pour les questions. Peut-être qu'on peut avancer à juste se donner un petit peu le planning de la matinée sur la diapo d'après. Tu veux l'introduire ? Oui, tout à fait. Alors, ça sera une matinée en trois parties. Une partie où on sera plus sur le marché des œufs au niveau international. Alors, le marché mondial était peut-être un peu exagéré. En tout cas, on s'intéressera néanmoins là-dessus au marché européen des œufs, puisque le marché français est inscrit dans un contexte européen qui n'est pas neutre sur le marché français. Suivi, si vous le voulez bien, d'une séquence de questions, essais de réponses, en tout cas, via le chat que Maxime me relaiera. Seconde partie, un focus sur le marché français, surtout sur la base des données du premier trimestre, voir comment l'année 2021 peut atterrir et puis quelques prémices sur l'année 2022. Et puis, suivi d'une séance de questions-réponses. Et puis, en troisième partie, sur le marché de la viande de lapin, les premières tendances 2021. Également, on va essayer d'anticiper l'atterrissage pour l'année 2021. Et là, on couvrira également à la fois l'Europe et le marché français, suivi également d'une séquence de questions. Alors, peut-être que certaines questions dans la partie 1 seront relatives, par exemple, au marché français. On les gardera de côté pour y répondre dans la seconde session de questions. Parfait. On embarque ensemble pour près de 2 heures. Alors, n'hésitez pas, je le redis, utilisez le chat. Moi, je vous souhaite un bon webinaire et puis on se retrouve pour les questions tout de suite. À tout à l'heure. Du coup, pour commencer sur le marché mondial et français des œufs et des ovoproduits, toujours quelques éléments de rappel sur ce qui s'est passé en 2019 et 2021, qui est toujours utile pour comprendre la dynamique actuelle. Plusieurs choses, un peu comme dans toutes les filières avicoles et beaucoup de filières agricoles, plusieurs choses qui ont impacté, on va dire, l'année 2020 et le début de 2021. Tout d'abord, 2 éléments sanitaires, à la fois du côté animal, avec notamment des conséquences lourdes de la grippe aviaire qui avait sévi en fin d'année 2020, début d'année 2021, notamment en Europe du Nord et plus particulièrement en Pologne, puisque la filière pondeuse polonaise a été fortement touchée par la grippe aviaire, avec des populations des élevages et une baisse de la disponibilité en œufs en Pologne. On verra les conséquences que ça a pu avoir. Le deuxième point sanitaire qui concerne plutôt la santé humaine, et on est encore dedans, mais ce sont les conséquences des mesures de restriction pour endiguer la pandémie de Covid, avec une divergence de marché, mais on en avait déjà discuté la fois précédente, mais on le rappellera également là, avec les marchés qui sont exposés à la consommation hors domicile, qui ont été fortement touchés. Pour les œufs, c'est par exemple notamment une large part du marché pour les ovoproduits, une partie aussi pour les œufs coquilles, alors que la consommation d'un domicile avait fortement progressé, voire explosé, avec des pics de consommation, notamment pendant le premier confinement, mais qu'il faut bien garder en tête puisque ça joue beaucoup sur les évolutions sur l'historique.
Le troisième point, c'est les accords commerciaux et en particulier les conséquences du Brexit sur le commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui a des conséquences notamment en neuf avec un fort recul des volumes échangés entre les deux pays. Alors, il y a, et on le verra puisque ça sera un sujet de focus, on va dire des conséquences directes, avec le rétablissement des contrôles sanitaires en douane, qui fait que certains produits britanniques n'ont pas pu, ont eu plus de difficultés ou n'ont pas pu sortir du Royaume-Uni, et éventuellement aussi un ralentissement côté britannique, mais en fait en sous-jacent, il y a quand même une dynamique plus longue qui vient de plus loin d'un recul du commerce Europe continent île britannique qui est marqué, je le rappelle, on le verra. Et enfin, le quatrième point, c'était des aspects plus macroéconomiques, avec un effet ciseau, ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est que d'un côté, on a une forte hausse des cours des intrants dans les filières. On parle bien sûr des matières premières pour l'alimentation des volailles et des lapins, qui sont une large composante du coût de production sortie élevage, mais également de tout un tas d'autres commodités agricoles, que ce soit les métaux, le bois. Il y a eu des articles, il y a eu beaucoup d'articles cet été, un certain nombre de composants chimiques, et qui est dû au fait qu'une large partie de l'appareil de production, on va dire mondial, que ce soit l'appareil de production ou la logistique mondiale, avait été mis en pause, voire avait réduit ses capacités de production pendant la pandémie de Covid, et qu'une fois les restrictions levées et l'économie qui est redémarrée dans un certain nombre de pays, la demande a cru très fortement, avec des chaînes logistiques et des chaînes d'approvisionnement qui n'ont pas redémarré aussi vite. Voilà. Pour commencer, sur les marchés internationaux et plus particulièrement sur les marchés européens de l'œuf. Quels sont finalement, si on regarde au global, on va commencer par la production. Au global, dans l'Union européenne, cette année, on estime que la production sera plus ou moins stable par l'année dernière. Entre 2020 et 2019, on avait eu un léger recul du potentiel de production et du nombre de pondeuses dans l'Union européenne à 27. Cette année, au moins sur les 11 premiers mois, on a une légère progression du nombre de pondeuses en production dans l'Union européenne. Globalement, on reste en dessous des variations de 1%, ce qui est quand même relativement faible, mais avec une année en deux parties. Jusqu'en juin, on avait une forte baisse du potentiel de production, du nombre de produits dans l'Union européenne, lié d'une part à des modérations de production suite au bouleversement des marchés en 2020. Il y a une partie des bouchers qui ont disparu, et donc il y a une partie des poules qui n'ont pas été mises en place, mais aussi une partie liée à la crise sanitaire en Pologne, qui, je le rappelle, a touché directement et indirectement fortement la filière œuf. Et une seconde partie d'année où on estime qu'il y a un phénomène de rattrapage de la production, notamment avec des remises en place assez importantes, avec aussi une économie qui démarre. Donc, toujours à la fois sous des aspects, on va dire, plutôt liés au sanitaire et plutôt liés à la microéconomie, une évolution d'une année en deux parties. Et si on regarde un peu plus la tendance, des tendances de production, on reste bien sûr des tendances de production, du potentiel de production dans les principaux pays producteurs de l'Union européenne à 27, sur ces 6 pays, on représente à peu près 80% de la production européenne d'œufs. Excusez-moi. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, sur un certain nombre de pays, on va dire plutôt une stabilité de la production par rapport à 2020, une légère modération en France, et on verra que ça sera bienvenu, une
finalement aussi une modération de l'évolution de la production en Espagne, une légère progression aux Pays-Bas, une progression assez forte en Allemagne, mais c'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années avec un développement régulier de la production allemande pour approvisionner son marché, puisque actuellement, la production allemande, même si c'est un grand pays producteur, elle ne suffit pas à couvrir l'ensemble des besoins du marché allemand. Mais depuis quelques années, on constate qu'il y a un développement de la production pour fournir ce marché. Et également, par rapport entre 2020 et 2021, un développement assez sensible de la production en Pologne, mais à relativiser, puisque en fait, le potentiel de production en 2021, il ne revient pas au niveau qu'il était en 2019, donc il est toujours inférieur à ce niveau de 2019. D'une part, parce qu'il y a eu, on l'a dit, de la grippe aviaire en Pologne, qui a limité un peu aussi le développement, et puis aussi la Pologne est aussi un fournisseur important de l'Allemagne, et ils ont peut-être aussi perdu des marchés sur ce pays. Et puis, on le verra, une production également au Royaume-Uni qui est en redressement par rapport à 2020, mais on reste sur des niveaux équivalents à ce qu'on a pu connaître en 2019. L'autre chose, donc, quand on parle de la production européenne qui est intéressant à regarder aussi, c'est l'évolution des modes d'élevage. Vous avez ici des tableaux où on a éliminé des calculs le Royaume-Uni pour présenter uniquement l'Union européenne à 27, et on le constate depuis plusieurs années, mais il y a une évolution des capacités de production vers l'alternatif, et qui s'est fait principalement en 2020 au global Union européenne, plutôt vers le plein air au détriment de la cage. Et si on regarde maintenant un peu les dynamiques par pays, on a toujours sensiblement les mêmes pays qui sont très orientés vers la production en cage aménagée, que ce soit l'Europe de la péninsule ibérique ou que ce soit la Pologne, par exemple, pour citer les grands pays producteurs, et les pays Allemagne, Pays-Bas qui sont plutôt orientés vers l'élevage au sol, qui est leur œuf standard sur ce marché. Si on regarde Allemagne et Pays-Bas, il y a eu beaucoup d'évolutions entre 2019 et 2020. Si on regarde la Pologne et l'Espagne, la Pologne, les évolutions ont été très modestes, légèrement un peu de développement de la production au sol au détriment de la production en cage. Si on regarde l'Espagne, il y a quasiment eu peut-être un retour en arrière, en tout cas une légère progression ou une stabilité à progression de la part de l'élevage en cage, un développement de l'élevage au sol et un léger recul de la production plein air. Mais le marché, c'est peut-être aussi potentiellement lié au contexte de marché en 2020 sur l'Espagne, où la demande en œuf a été forte, et la demande s'est surtout orientée vers de l'œuf pas cher pour la consommation à domicile. Et si on regarde maintenant les deux pays qui ont le plus fortement fait évoluer leur système d'élevage entre 2019 et 2020, on retrouve d'une part l'Italie avec un fort développement de la production au sol au détriment de la production en cage aménagée, mais également, et on reviendra là-dessus, la production française avec un développement de la production, plutôt de la production plein air, au détriment de la cage aménagée. Mais France et Italie sont les deux pays qui ont vu, entre 2019 et 2020, évoluer le plus fortement leur système d'élevage en pondeuse. Si on regarde, alors, si on regarde aussi, on va dire, sur les équilibres de marché sur le premier semestre 2000, entre le premier semestre, je vois qu'il y a une coquille dans la figure, mais entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021, sur les équilibres de marché, on a vu que la production était stable, on avait une demande européenne qui est certainement contractée au premier semestre, en tout cas qui n'était pas aussi bonne qu'attendue, puisqu'il y avait toujours un certain nombre de restrictions en place et une demande
qui étaient un peu plus faibles que d'habitude, et on a des exportations qui se sont relativement bien tenues, avec une progression de 5% en volume. Progression, une progression, des importations, alors œufs et ovoproduits confondus, œufs et ovoproduits confondus, qui sont restés relativement stables vers le Japon, qui est une destination historique, relativement stable vers la Suisse, et on a eu une progression des exportations vers l'Asie en dehors du Japon, notamment la Thaïlande et la Corée du Sud, sachant que la Corée du Sud avait été fortement touchée par la grippe aviaire en début d'année, très très fortement touchés. Ils ont abattu une proportion de leur cheptel extrêmement importante, et ils ont beaucoup importé, ce qui a bénéficié à la France. Et dans le même temps, on a un fort recul des importations de l'Union européenne, fort recul qui s'explique essentiellement par la baisse des échanges, forte baisse des échanges, des importations en provenance du Royaume-Uni, mais d'autres origines pays tiers, où on voit qu'il y a un recul des échanges, notamment l'Ukraine qui, pendant les premiers mois de l'année, n'a pas eu la possibilité d'exporter vers l'Union européenne, étant donné qu'ils ont été touchés par de la grippe aviaire, entre autres. Si on regarde, maintenant, c'était une approche, finalement, tout ça entre la production, les échanges, l'idée était d'avoir une idée, on va dire, si ce n'est de la consommation, au moins des disponibilités sur l'Union européenne. Et on voit que tout mis bout à bout, on avait dit, on l'a vu, on estime qu'on a une production qui reculera de l'ordre de 0,3% entre 2021 et 2020, mais une disponibilité sur le marché intérieur qui reculera de l'ordre de 1%, puisque il y a beaucoup de produits, notamment d'œufs coquilles, qui ont été exportés, dégagés vers d'autres marchés pays tiers. Et on voit cette année sur les courbes des prix, c'est des cotations, des indicateurs de prix de l'œuf, c'est une moyenne pondérée de l'ensemble des répondants de l'Union européenne. On voit l'effet sur le mois, on va dire le début de l'année, un pic qui est lié au problème la baisse de disponibilité en Pologne, et en Europe du Nord en plus particulier, mais en Pologne particulièrement. Et très vite, les prix se sont installés à des niveaux quand même relativement faibles, enfin qui rejoignaient des niveaux relativement faibles, historiquement faibles, avec un début au courant de l'été, une reprise des prix qui pourrait tendre à signaler que le marché européen, quelque part, s'est assaini, et que les équilibres de marché sont meilleurs. En revanche, ce qu'il faut mettre en regard, et on en parlera aussi dans la situation française, c'est un exercice qui avait été fait par la Commission européenne et que j'ai repris tel quel parce que je le trouvais intéressant. Donc, on se place bien au niveau européen. C'était la comparaison finalement entre le coût, on va dire, des matières premières pour l'alimentation, dans l'alimentation des pondeuses, essentiellement céréales et protéines, donc assez simplifié, comparé à l'évolution du prix européen. Et on voit très clairement que finalement l'évolution des prix, où on va dire elle est plutôt stable, hormis le pic du début d'année, avec des coûts d'alimentation, mais ça c'est transverse à toutes les filières, qui progressent. Et si on fait, alors ce que j'ai appelé la marge brute, ce qu'on peut appeler la marge brute, c'est ce qu'ils appellent le remainder, et qui concerne, à mon sens, à la fois le maillon élevage, c'est ce qui reste pour le maillon élevage et pour le maillon conditionnement au niveau européen. Si on regarde sur une dynamique un peu lissée pour avoir une meilleure visibilité, entre mai 2020 et juillet 2021, on a une baisse de la marge brute de moins 26%, ce qui est quand même relativement considérable, étant donné, ce qui est quand même relativement marqué, avec donc des prix européens qui jusque-là ne suivaient pas, bien sûr, l'évolution du cours des matières premières. Mais on le reverra, cette situation de prix relativement modérés et de coûts des matières premières élevés, on le reverra bien sûr effectivement aussi sur la France.
Voilà pour ce qui était des aspects européens. Maintenant, j'ai souhaité faire, puisqu'on avait parlé des accords commerciaux, un petit focus sur le marché britannique et surtout ses évolutions récentes. Vous avez sur le graphique de gauche l'évolution de la production d'œufs au Royaume-Uni entre 2013 et 2021, où on voit que la production britannique, en fait, elle croît régulièrement, hormis qu'elle a cru régulièrement ces dernières années, hormis au moment de la crise du Covid qui a, on va dire, stoppé cette progression. Entre 2020 et 2021, on estime que la croissance moyenne est de l'ordre de 1 à 1,5% par an. Ce qui n'est pas négligeable. Pour mémoire, au premier semestre 2021, il y a près de 60% des œufs qui sont produits, conditionnés au Royaume-Uni, qui sont des œufs de code 1 en plein air, et 37% qui sont des œufs en cage aménagée. Donc la segmentation de la production est quand même relativement simple, avec quasiment 2 codes résiduels qui font plus de 95% de la production. 2 codes qui font plus de 95% de la production. Un petit peu de bio et très peu d'élevage au sol. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est que de 2015 à 2019, on a un taux d'autosuffisance qui est la mesure, on fait le ratio entre la production par rapport à la consommation. Donc, la part que la production nationale représente dans la consommation, qui a gagné 10 points en seulement 4 ans. On est passé de 84 à 94%, ce qui est essentiellement considérable. Et mécaniquement, ça a poussé en dehors un certain nombre d'importations avant même la conclusion, la finalisation de l'accord du Brexit en 2020. Si on regarde un peu, entre 2015 et 2020, la valeur des importations au Royaume-Uni a baissé de près de 30%, ce qui est quand même relativement considérable en seulement 5 ans. Avec, donc c'est moins 63 millions d'euros, répartis en moins 23 millions d'euros pour tout ce qui est, donc un tiers de cette baisse, ça concerne les importations d'œufs coquilles, et les fournisseurs qui ont le plus souffert, ce sont les Néerlandais, les Allemands, les Espagnols, et la France également. Alors que ceux qui ont profité, enfin en tout cas qui ont vu la croissance de leurs exportations vers le Royaume-Uni, c'est l'Irlande, mais également la Pologne. Et 2 tiers de cette baisse, c'est les ovoproduits, avec, et là il y a une coquille, c'est la principale baisse, c'est les ovoproduits en provenance des Pays-Bas, de la France aussi qui a été beaucoup pénalisée, mais une progression des exportations en provenance de Pologne. Donc là-dedans, dans toute cette recomposition du paysage des fournisseurs britanniques, il y a moins de place pour les fournisseurs historiques, mais un développement des relations avec l'Irlande et aussi la Pologne pour un certain nombre d'importations à bas coût. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la filière britannique est très pushy sur l'origine de l'œuf, qu'ils ont un programme qui est une marque qui est British Lion Eggs, qu'ils poussent beaucoup, qu'ils ont poussé notamment avec succès dans les rayons de supermarché sur l'œuf, la partie œuf coquille, et qui sont désormais en train de pousser très très fort sur la partie ovoproduits, et qui probablement réduira encore la part des importations, notamment de vos produits, sur le marché britannique, donc un marché qui s'autonomise, si on peut dire, par rapport en tout cas au continent. Et ben on va parler sur la situation française. Sur le premier semestre, on va voir un peu les indicateurs regarder des éléments sur les débouchés, et dans un second temps, un peu regarder les équilibres avec la production. Pareil que pour l'Union européenne, ce qu'on a essayé de faire comme exercice aujourd'hui, c'est sur le premier semestre. On est bien premier semestre 2019, premier semestre 2020, premier semestre 2021, de regarder un peu globalement les équilibres de marché d'un point de vue macro sur le marché français de l'œuf, avec une production sur le premier semestre qui a été production potentielle qui a été relativement dynamique, avec une hausse qu'on estime que le ministère estime de l'ordre de 4% de la production d'œufs, ce qui est quand même relativement conséquent, mais avec des échanges qui font que au final, la disponibilité sur le marché intérieur, elle était restée relativement stable par rapport à l'année dernière, mais il faut le noter, à un niveau
historiquement haut, historiquement élevé. Et si on regarde un peu plus en détail, vous avez sur le graphique un peu l'évolution de cette disponibilité, si ce n'est de la consommation, de la disponibilité sur le marché français, où on a atteint un pic, une production, enfin en tout cas surtout une production très dynamique qui a entraîné beaucoup de disponibilité jusqu'en mai 2020. Et à partir de là, les exportations, notamment d'œufs coquilles françaises, ont permis quelque part d'alléger le marché français qui sinon aurait été extrêmement chargé, compte tenu notamment de la crise du Covid. Et à partir, on va dire, de la fin du premier trimestre 2021, on retrouve une dynamique avec une croissance des disponibilités sur le marché intérieur. Et ce qui ne nous dit rien, quelque part, ce qui nous donne une indication, mais ce qui ne nous dit pas tout sur la dynamique de consommation, parce que là, on parle bien de disponibilité sur le marché, et on ne parle pas de ce qui est effectivement consommé, ce qui peut engendrer des stocks éventuels. Dans ce contexte-là, on a vu qu'on avait des disponibilités qui étaient relativement stables, avec deux parties dans l'année, une réduction au début du premier trimestre 2021, une progression des disponibilités au second trimestre 2021. Et comme on a pu le voir sur le marché européen, avec un coût des matières premières pour l'alimentation des pondeuses qui a fortement explosé depuis l'été dernier. Pour mémoire, l'aliment, ça représente à peu près 60 à 65% du coût de production d'un œuf sorti élevage. Donc c'est effectivement très conséquent dans le prix de revient d'un œuf. Et on se situe aujourd'hui à des niveaux de cours des matières premières historiquement élevés. On est à peu près dans une situation similaire avec ce qu'on avait connu en 2012-2013 et avec une situation qui risque de se maintenir à un niveau élevé, ferme, en tout cas pour les prochains mois qui arrivent. Côté consommation, hein, si on regarde les ventes d'œufs en grande distribution, qui représentent à peu près 50% du marché français, ce qui est bien sûr le premier débouché pour la filière œufs française, je vous ai présenté ici deux jeux de données. Une part d'une comparaison de 2021 avec 2020, où on constate une forte baisse des achats d'œufs par les ménages français, de l'ordre de 10%, ce qui est considérable, avec toujours cette transition en cours, avec une baisse de l'offre en cage, une légère stabilité du sol et une augmentation des achats d'œufs plein air. Mais il faut garder en tête que cette situation, en fait, elle est brouillée, l'analyse peut être brouillée par l'effet les fortes hausses en 2020, qui n'était pas une année normale. Ce qu'on a proposé sur le graphique de droite, c'est une comparaison avec une année, on va dire, un peu plus normale en termes de schéma de consommation, où finalement, par rapport à 2019, la tendance reste positive avec, par rapport à 2019, une consommation, enfin des ventes qui sont en volume en hausse de 3% et un prix moyen, toutes catégories confondues, en hausse aussi de 3%. Cependant, en fait, si on regarde les prix, cette hausse, en fait, elle est uniquement due à l'évolution du mix produit. Parce que si on regarde quel que soit le mode d'élevage considéré, que ce soit par rapport à 2020 ou par rapport à 2019, les prix des œufs vendus, les prix des œufs vendus en grande distribution sont orientés à la baisse. Plus ou moins forte selon les catégories de produits. Il faut néanmoins modérer ce constat en gardant en tête que l'année 2020 a été exceptionnelle. Vous avez ici l'évolution du prix de vente moyen consommateur d'après le panel IRI par mode d'élevage. On l'a vu, on avait un prix moyen jusqu'à mi-août 2021 qui était en baisse de 1,5% par exemple pour la cage, mais si en fait on élimine de cette analyse les périodes 4 et 5 qui étaient les périodes de confinement où les prix moyens des œufs ont explosé, notamment parce que les consommateurs se sont rués sur les rayons d'œufs et ont acheté tout ce qui était disponible en rayon. On a à la fois pour le code 3 et pour l'élevage au sol
des prix qui sont, on va dire, relativement stables par rapport à l'année dernière. Ce qu'il faut bien avoir en tête là-dedans, c'est qu'on parle de mode d'élevage, mais que derrière, il peut y avoir aussi des effets d'évolution de positionnement en termes de gamme, où notamment sur le code 2, on analyse cette forte baisse du prix moyen de vente consommateur des œufs en code 2, dans le fait que les premiers œufs vendus étaient vendus, on va dire, en marque, on va dire, classique, on va dire milieu de gamme, et que de plus en plus, ces œufs sont vendus en premier prix et ils remplacent le code 3, les œufs standards dans les rayons sur les premiers. En revanche, si on regarde sur tout ce qui est l'offre plein air, notamment tout ce qui est le plein air et le plein air bio, là, on voit que qu'on enlève ou pas les périodes exceptionnelles de 2020, on reste sur des prix moyens vente consommateur en baisse. Et cette baisse de prix, on l'interprète comme aussi un effet promotionnel, puisque globalement, on peut dire qu'en tout cas sur la première partie de l'année, le marché français était relativement chargé. On l'a vu, on avait une hausse de production qui était forte. Une partie a été orientée vers des exportations, notamment une hausse significative des exportations, on le verra, vers l'Allemagne, mais aussi une incitation à écouler des volumes, puisque l'offre, en fait, était très présente. Avec, dans le même temps, on l'a vu, une forte hausse du coût des matières premières. Si on regarde maintenant les ventes d'œufs vous avez ici l'année complète 2020 et les premiers éléments de 2021, jusqu'à mi-août, l'évolution des ventes par mode d'élevage. Ce qu'on constate, c'est que sur certaines catégories, notamment le bio qui avait beaucoup évolué, la part de marché en volume, et on raisonne bien en volume ici, elle a peu évolué, elle a gagné 1% par rapport à l'année dernière. Le sol également, malgré les fortes hausses de volume vendu, en termes de part de marché, ça a aussi progressé modestement de l'ordre de 1%. Le label rouge est resté stable. En revanche, on a une forte progression de la part de vendu en plein air et une forte réduction de la part vendue en cage. Donc les transferts se sont essentiellement faits des ventes d'œufs en cage vers des ventes d'œufs plein air. Et si on regarde, on revient un peu sur la dynamique. Aussi, pour l'apprécier, vous avez ici un graphique qui représente l'évolution du chiffre d'affaires de manière hebdomadaire. À la fois une comparaison par rapport à 2020, mais on l'a dit que 2020 était une année atypique, donc on l'a comparé aussi avec l'année 2019. Et si on regarde le gain, en fait, le chiffre d'affaires en début d'année, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à partir de mai, il y a une rupture de la tendance. Jusqu'à la fin mai, la tendance était très positive, avec une forte dynamique d'achat sur le rayon œuf, avec, par rapport à l'année 2019, des gains des chiffres d'affaires qui étaient de l'ordre de 10% supérieurs en 2021 à ce qu'ils étaient en 2019, année qu'on considère comme normale. Et à partir de mai, juin, la situation s'est sensiblement dégradée, et aujourd'hui, le gain de chiffre d'affaires jusqu'à début septembre n'est plus que de 3%, ce qui recoupe les chiffres qu'on a vus par ailleurs d'évolution en volume. Voilà. Donc des gains, finalement, une rupture dans la tendance qu'il faut retenir, avec des ventes à partir de juin qui sont beaucoup moins dynamiques que ce qu'on a pu connaître précédemment, et ceci même sans tenir en compte des évolutions du marché spécifique en 2020. Sur le commerce extérieur, on avait commencé à en dire quelques mots. Sur le premier semestre 2021, ce qui est marquant, c'est qu'on a d'un côté une baisse des importations sur le territoire français, essentiellement des baisses d'importation en œufs coquilles, en volume, mais également de vos produits, et de l'autre côté, une très forte progression des exportations, notamment en œufs coquilles, mais également aussi en nouveaux produits, ce qui fait que pour la première fois depuis quelques années,
le solde de la filière œuf, le solde commercial de la filière œuf français est positif, alors que historiquement, il était plutôt négatif, notamment négatif en œufs coquilles, alors qu'il a toujours été positif pour le secteur des ovoproduits. Si on regarde un peu plus en détail, en fait, l'évolution de ces exportations, elle s'explique essentiellement par une hausse des exportations vers l'Allemagne et vers l'Espagne, avec, pour l'Allemagne, on l'explique essentiellement par un retrait de l'offre polonaise sur ce marché, qui a permis aux opérateurs français de pouvoir exporter plus facilement, vendre leurs œufs plus facilement sur ce marché, et puis si on regarde les prix moyens de vente des œufs coquilles à l'export, en 2020, on était sur un prix qui était de l'ordre de 2,10 € du kilo d'œufs vendus, où dedans, dans les faibles volumes qui étaient exportés, on suppute qu'il y avait une part non négligeable d'œufs alternatifs. Et sur le premier semestre 2021, on est à un prix de l'ordre de 61 centimes d'euros le kilo d'œufs, qui est après à peu près le niveau de la TNO Industrie. Donc, probablement, très certainement, même une large part de cette augmentation est due à l'exportation d'œufs standards destinés notamment à la casserie. Et concernant les importations, la Pologne aussi, l'effet de Pologne se retrouve puisque on a une forte baisse des importations en provenance de Pologne. Donc finalement, en 2020, on a une partie importante des débouchés français pour l'œuf standard qui se sont retrouvés fermés, en plus de la transition que ces débouchés avaient entamée vers l'alternative. Et la production, notamment d'œufs cage française, mais d'autres circuits aussi ont pu trouver des débouchés à l'export. Sachant que traditionnellement, la France n'est pas très exportatrice d'œufs coquilles, et que, en général, la forte hausse des exportations d'œufs coquilles pointe vers des déséquilibres, et on l'a dit, du marché français, avec une production qui était relativement abondante, relativement abondante, en tout cas sur le début de l'année 2021. Mais il y a là-dedans, dans tout ça, et on a quand même quelques signes que cette production abondante va quand même se fortement reculer en fin d'année 2021 et début d'année 2022. On a déjà, si on regarde les mises en place de poulettes en France, qui sont en recul jusqu'au mois de juin de l'ordre de 2% par rapport au niveau de l'année dernière. Et on estime que jusqu'à début septembre, le recul devrait atteindre à confirmer, de l'ordre de 10% de mise en place. Donc un coup de frein assez fort donné à l'évolution de la production, dans une optique de rééquilibrer le marché. Ça se voit aussi dans les fabrications d'aliments pour poulettes, qui sont en baisse de l'ordre de 11% pour les futures promesses. Et on a, dans ce contexte-là, aussi des réformes qui sont relativement stables par rapport à l'année dernière, donc qui sont très légères en population, voire relativement stables l'année dernière. Donc on a eu une production abondante d'œufs fin 2020, début 2021, mais qui devrait se résorber fin 2021, début 2022. Et on l'a dit, on commence à peine à le percevoir sur la production mensuelle d'œufs, sur le potentiel de production, qui tend à fléchir sur le mois de novembre et qui probablement devrait s'accélérer en début d'année 2022, puisqu'il y a toujours un peu un temps de décalage assez important entre la mise en place des poulettes et la production. Pour revenir, on l'a dit, sur des chiffres plus récents, sur l'évolution des modes d'élevage en France, vous avez sur le graphique de droite l'évolution historique, et je tiens à signaler qu'entre 2020 et 2021, on a une rupture de série, puisque les derniers chiffres 2021 nous ont été communiqués par le CNPO. Donc il faut bien considérer aussi qu'on n'est pas exactement sur le même périmètre de données. Mais on a eu une forte évolution, en tout cas, ce qu'on pressent, c'est qu'il y a eu une forte évolution des modes d'élevage en France, puisque les données sur lesquelles sont basées représentent plus de 90% de la production française. Donc il y a une forte baisse de la production d'œufs en cage, qui représente plus que 36% mi-2021. D'ailleurs, il y a une coquille
de la production française, un développement de la production au sol qui était aussi également important. Et puis la production plein air qui représente 23% et la production de biologique qui représente 16%, qui peut... Alors on était plutôt sur 17% de la production sur les derniers chiffres 2020, sachant qu'il peut y avoir deux phénomènes. Un phénomène, on l'a dit, de changement de série, où on n'est pas exactement sur le même périmètre, notamment en bio, il y a peut-être beaucoup de petits élevages qui ne sont pas captés, mais aussi, et je pense que c'est la raison principale, un phénomène qui a été finalement un fort ralentissement de la production bio en début d'année pour rééquilibrer le marché par des réformes anticipées ou par des conversions d'élevage vers d'autres modes d'élevage, notamment plein air. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça sur la partie France, c'est que qu'il faut faire attention parce qu'il y a un fort ralentissement du débouché GMS, hein, on l'a dit, qui représente 50% du marché français depuis mai, qui venait en plus après une année exceptionnelle et qui a un peu brouillé les signaux, où il y avait une très forte demande, mais où le ralentissement, on va dire, de la dynamique de marché a peut-être été pas complètement anticipé, en tout cas la rapidité de ce ralentissement du marché. Dans tout ça, on a un plein air qui, dans le rayon œuf, tend à devenir, je l'ai mis avec beaucoup de guillemets, mais un cœur de gamme du rayon œuf. Hein. Avant, on avait cette position-là, on avait plutôt le plein air qui était plutôt positionné on va dire en haut de gamme, si on va le dire comme ça, où il y avait encore le label rouge et le bio dessus, mais un peu premium. Et là, le cœur du rayon œuf, le cœur du rayon commence vraiment à devenir, à être basé sur du plein air. On a une production ces derniers mois qui a été globalement plus dynamique que la demande, notamment en bio, hein, mais pas que en bio, qui a conduit quelque part à un recul des prix, qui a pesé sur les prix. Et dans le même temps, on avait des matières premières qui explosaient et avec des marges pour la filière qui se sont sensiblement contractées. Et là, dans les prix, c'est plus l'effet d'offre qui a joué que l'effet coût des matières premières qui a été pris en compte. Mais ce qu'on peut voir avec des données un peu plus récentes, c'est que on anticipe une modération forte de la production à venir qui, normalement, devrait porter ses fruits début d'année, fin d'année 2021, on l'a dit, début d'année 2022, où la production française devrait ralentir significativement et dans un contexte de marché plus équilibré. Mais cette situation, on avait une offre de marché qui était pléthorique et finalement des hausses de matières premières qui ont été compliquées à passer pour les opérateurs de la filière. Elles doivent aussi interroger pour des dossiers qui sont en cours pour la filière, hein, et j'en citerai que deux sans plus de précision, qui sont le surcoût lié à une nouvelle réglementation européenne bio, qui oblige à la sortie de la poulette et de l'aliment 100% AB, qui va entraîner des surcoûts, qu'on avait estimé, nous, autour de l'ordre de 15% du prix de revient sorti élevage de l'œuf, et des surcoûts liés à la fin de l'euthanasie des poussins mâles au couvoir, qui était le dossier largement commenté dans les médias durant l'été, qui a des surcoûts non négligeables, et pour ne citer que ces deux dossiers. Donc, une modération de la production de 2022 qui devrait être bienvenue. On est parti sur le lapin. Alors, toujours sur un panorama européen, vous avez ici figure l'évolution de la production de lapins on l'a estimé sur l'année 2021 pour les principaux producteurs européens de lapins que sont l'Espagne, la France et l'Italie, et puis on a rajouté aussi le Portugal. Ces estimations sur l'année 2021, il faut avoir en tête que pour tous les pays sauf la France, on les a fait sur la base d'estimation du premier semestre, donc c'est bien sûr à prendre avec précaution, sauf pour la France où on les a fait sur une période plus longue.
sur quasiment toute l'année, en tout cas jusqu'à novembre. Donc une baisse de la production estimée de l'ordre de 7%, avec une forte baisse en Espagne et en France assez marquée. On reviendra sur la France plus tard, et une baisse un peu plus modérée pour ce qui est le Portugal et l'Italie. Un marché, et on voit que, en tout cas depuis 2019, mais historiquement, c'est un nouveau recul de la production européenne. Avant de partir sur la France, je voulais faire un petit focus sur l'Espagne parce qu'on va en reparler. Pour le cas, ça a une incidence aussi sur les débouchés français. On l'a vu, on avait une production sur l'année 2021. Alors c'est toujours des bilans, une approche par bilan qu'on a fait à partir des statistiques disponibles. On a une production, on l'a vu, qui était estimée, une baisse de la production qu'on estime de viande de lapin qu'on estime entre 7 et 8%. Un fort recul des importations de lapins et une très forte progression des volumes de lapins exportés par l'Espagne cette année. Ce qui induit disponible à la consommation en forte contraction, qui est de manière beaucoup plus importante que ce qu'on a vu de la production, mais parce que les exportations ont permis à la filière espagnole de compenser les déséquilibres du marché intérieur, puisque on a disponible, on peut dire consommation apparente, on a une baisse de l'ordre de 14% de la consommation entre 2020 et 2021. Et sur la partie consommation à domicile, issu des données du ministère de l'Agriculture espagnol, c'est à peu près raccord en termes en tout cas d'ordre de grandeur de l'évolution, puisqu'on a une baisse de la consommation à domicile de l'ordre de 10%. Ce qui fait qu'on peut imaginer que c'est d'autres secteurs que, par différence, notamment le secteur de la restauration à domicile, qui se contracte très fortement, qui pénalise très fortement la consommation globale de lapins en Espagne. Mais ce qui n'est pas étonnant compte tenu des restrictions qui ont pu avoir en début d'année, et puis aussi de la baisse du flux touristique, puisque sur le premier semestre 2021, l'Espagne n'avait accueilli que la moitié des visiteurs qu'ils avaient accueillis en premier semestre 2020. Et une année qui avait déjà été marquée par le Covid, et ça peut, dans des pays, notamment en Europe du Sud, ça peut avoir une influence non négligeable sur la dynamique de consommation, ce flux touristique. Ces exportations espagnoles, je ne l'ai pas mis ici, mais en fait, d'année en année, on voit que le prix moyen des exportations recule, qui peut traduire une évolution du mix produit, mais qui plus probablement traduit le fait que les opérateurs espagnols ont quelque part dégagé sur le marché européen des volumes qui étaient excédentaires sur leur marché national. Ce qui a permis de maintenir une rémunération pour les éleveurs espagnols. On voit ici sur les cotations tout à droite, alors que le prix avait baissé de l'ordre de 5% en 2020, il s'est redressé à peu près du même ordre de grandeur, en tout cas sur la première partie de l'année 2021. Et on a également les évolutions en Italie, juste pour commenter, pour finir, on a également aussi ces mêmes évolutions, avec une évolution très forte à la baisse entre 2020 et 2020, et une réaugmentation en 2021 du prix, mais des filières qui sont italiennes et espagnoles qui sont marquées par des fluctuations de prix très importantes, alors que contrairement en France, le prix de la cotation du lapin vif avait légèrement été relativement stable, enfin avait légèrement progressé en 2020, et elle progresse, mais on y reviendra plus sensiblement en 2021. Sur la France, sur la production de la consommation, alors sur la base des données du premier semestre, et je le dis bien sur du premier semestre, on n'a pas fait une projection, on ne s'est pas servi d'une projection sur l'ensemble de l'année. Au premier semestre, on table sur une baisse de la consommation
qui est de l'ordre de 5%. On est quelque part dans un retour dans une tendance historique. C'est plutôt l'année 2020 qui avait été quelque part exceptionnelle par finalement une moindre érosion de la consommation de lapin en France. Moindre érosion, si on regarde, ça se traduit aussi dans les achats des ménages pour la consommation à domicile, tout ce qui est les achats pour la consommation à domicile, où on a entre 2021 et 2020, sur le premier semestre, une baisse des volumes achetés, je dirais qualifierait que de 3%, ce qui est un des plus faibles taux d'évolution historique, où on a quelque part une consommation de lapin qui tend à ralentir son érosion avec des évolutions contrastées selon les types de produits, où la baisse, les évolutions à la baisse des volumes achetés, c'est essentiellement le fait des présentations traditionnelles, que ce soit du lapin entier, un peu moins fort pour ce qui est du demi-lapin, et on voit que les morceaux de lapin s'inscrivent dans une tendance plus positive que le global du rayon lapin. Et vous avez toujours à droite la comparaison avec l'année 2019 qui était une année un peu plus classique pour ce qui était des schémas de consommation. Toujours sur les débouchés, ce qui est marquant, c'est sur le premier semestre 2021, en termes de commerce extérieur de viande de lapin, vous avez à gauche les chiffres en volume et à droite les chiffres en valeur. Ce qui est notable, c'est qu'on voit que les importations reculent assez sensiblement en 2021, que bon an, mal an, les exportations reculent, mais on va dire qu'elles se maintiennent à peu près à un niveau équivalent à celles qu'il y avait au premier semestre 2020. Par contre, et avec un solde du commerce extérieur en volume qui est bon an, mal an, identique à ce qu'il était l'année dernière. Par contre, si on regarde côté valeur, on a une valeur des importations qui est plus ou moins stable et un fort recul de la valeur des produits exportés qui entraîne une dégradation du solde commercial. C'est dû essentiellement au fait que les prix moyens à l'export ont été 10% inférieurs au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, avec d'une part des enjeux, on va dire, d'appurement des stocks, si on peut le dire comme ça, qui avaient été constitués par la filière pendant la crise Covid, avec une fermeture d'un certain nombre de débouchés, que ce soit la restauration ou à l'extérieur, qui avait fait que des stocks s'étaient constitués, donc un besoin de sortir ces stocks, de les vendre plutôt que les détruire. Et on le verra aussi certainement une concurrence espagnole sur les marchés, sur les débouchés européens. Vous avez ici l'évolution du commerce extérieur en valeur, à la fois, voilà, on se situe bien en valeur, hein, on n'est pas en volume, pour changer un peu. On voit que les exportations françaises vers l'Italie sont très fort recul, ainsi que vers la Belgique, et qu'à contrario, les importations françaises en provenance d'Espagne sont en forte hausse. Et incidemment, la hausse, on l'a vu que la filière espagnole avait exporté à peu près un quart de plus au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, et les destinations vers lesquelles elle a le plus exporté, ce sont l'Italie et la Belgique, et également la France. Donc il y a vraiment une offre espagnole qui a été fortement présente sur le marché européen et qui a un peu contraint les exportations françaises aussi à faire probablement des concessions tarifaires pour vendre sur ces marchés. La production de lapin, on l'a vu, elle était en recul assez significatif. Alors,
assez significatif. Il faut bien comprendre la dynamique. C'est 8 à 10% de recul de la production de viande de lapin en France. En fait, dedans, il y a deux composantes. On va dire qu'il y a une composante structurelle, historique du recul du potentiel de production cunicole, puisqu'on a toujours on a toujours un nombre comment dirais-je, des arrêts d'élevage qui sont plus nombreux que l'agrandissement ou que la reprise d'élevage, qui doit compter là-dedans pour une baisse de 7% de la production. Et puis on a un effet qui est lié au mois d'août, qui est particulièrement bas en termes de production cette année, qui est probablement lié à, comment dirais-je, des interruptions de production de lapins en été, puisque l'été est une saison creuse en termes de consommation de lapins, mais de manière à rééquilibrer le marché, l'offre sur le marché, avec à la fois des inquiétudes qui étaient fortes sur les débouchés français, mais aussi sur les débouchés, notamment d'Europe du Sud, puisque il y a une partie de la production estivale française de lapins, qui est généralement exportée, que ce soit vers l'Espagne, vers l'Italie, vers la Grèce, enfin vers cette destination touristique. Et compte tenu de la chute anticipée du tourisme vers ces régions, vers ces pays-là, du coup, et de la perte potentielle de marché, la filière, les opérateurs ont certainement dû modérer, en tout cas réguler leur production à la baisse sur le mois d'août. Donc à la fois sur ces, on va dire, 9-10% de baisse, il y en a 7% qui sont du trend, comment dirais-je, un trend classique, on va dire, de baisse de production, lié au potentiel de production, et on a 2% supplémentaires qui sont liés à une prudence sur la production pour ne pas alourdir le marché, ne pas reconstituer des stocks après la période de Covid dans un contexte de forte incertitude. Ça s'est traduit par, et on le voit là-dessus, ça s'est immédiatement traduit sur l'année 2021, en moyenne, sur les 34 premières semaines, les prix moyens de la cotation du lapin vif est de l'ordre de la hausse par rapport à 2020, on avait de l'ordre de plus de 3%. Ça se décompose en fait en 3 périodes. Une première période au début d'année où la hausse était de l'ordre de 5%. Une période où les prix étaient sensiblement égaux à ceux qu'il y avait en 2020. Et à partir du mois d'août, juillet de l'été, une hausse significative des prix payés aux producteurs de l'ordre des cotations, de l'ordre de 4%. Et qui vient probablement aussi du fait de cette baisse de production qu'on anticipe pour le mois d'août. Et dans ce contexte-là, on a vu que la hausse des prix était de l'ordre de 3%. Sous-jacent derrière, il y a aussi une hausse, comme pour l'ensemble des productions avicoles, une hausse forte des indices Itavi, où entre août 2020 et août 2021, l'indice Itavi du cours des matières premières pour l'alimentation des lapins a pris plus de 26%. Plus de 26%, ce qui ne veut pas dire que le prix de revient du lapin progresse mécaniquement de 26%, mais c'est quand même une forte hausse des coûts des matières premières, dont une partie ont été probablement pris par les abatteurs à travers les hausses de prix qu'on a pu voir, et une partie a été pris plutôt par l'amont de la filière, que ce soit les fabricants d'aliments ou également une partie des éleveurs. Dans un autre chose que je voulais noter sur l'évolution de la filière, puisqu'on avait les dernières données disponibles, un peu plus des données structurelles, c'est que la filière, malgré un contexte économique incertain, même si il y a des signaux qui sont quand même pas complètement négatifs pour la filière, il y a toujours une filière qui toujours, comment dirais-je,
et dans des objectifs de réduction, notamment de réduction de l'usage des antibiotiques en élevage, où malgré un contexte incertain, on peut constater toujours des investissements et notamment des reculs dans les indicateurs de traitement antibiotique qui sont encore constatés en 2020 et en baisse continue et forte depuis 2010, mais en baisse à peu près linéaire depuis 2016. Sur le lapin, quelques mots pour finir, c'est que, bon, certes, on a un recul marqué de la production française qui est attendu pour 2021, avec, on l'a dit, des éléments structurels et puis des éléments plus conjoncturels, mais cette baisse de l'offre, cette baisse de la production a aussi permis de rééquilibrer l'offre, en tout cas sur le marché français, et un rééquilibrage d'offres qui est bienvenu dans un contexte de matières premières qui reste extrêmement tendu et pour lesquels il ne faudrait pas que l'offre pèse trop sur la capacité de la filière à prendre en compte ces surcoûts de matières premières. Ça, c'était la première chose, d'autant plus que les exportations françaises, en tout cas le chiffre d'affaires à l'export français sur le lapin, a fortement baissé a fortement baissé, notamment face à une concurrence de l'offre espagnole qui, confrontée à une forte baisse de sa consommation sur son marché intérieur, s'est reportée de manière relativement agressive sur les marchés pays tiers. Et baisse du marché espagnol, on l'a dit, qui est aussi due alors à la fois aux résidents, mais aussi à la baisse du tourisme sur la première partie de l'année. Mais ce qui montre, et c'est quelque chose qui est perceptible, on va dire, depuis quelques années, c'est que quelque part, on a une filière lapin française qui a su s'organiser, qui a su s'organiser pour justement anticiper les évolutions des équilibres offre-demande sur son marché et ne pas nécessairement se retrouver en plein effet ciseau, ou en tout cas répartir les efforts pour passer les hausses de coûts nécessaires à la pérennité de la production. Voilà quelques éléments de conjoncture. Merci François. Alors, pas plus de questions dans le chat sur cette production lapin et sur ce marché du lapin. Une première néanmoins, est-ce qu'on a une idée de l'autoconsommation ? En fait, l'autoconsommation, on l'a calculée par la différence entre la production totale de lapins estimée par le ministère et la production et les abattages organisés. Alors, autant vous dire que ce n'était pas des enquêtes d'une précision extrême, mais on l'estimait traditionnellement autour de 15%. Et honnêtement, pour l'instant, on n'a aucun élément pour dire si c'est surestimé ou sous-estimé. Peut-être que le recensement agricole, les analyses des données du recensement agricole nous permettra de qualifier un peu plus cette... Qu'est-ce que tu mets exactement dans l'autoconsommation ? En fait, ce qu'on calcule comme autoconsommation, c'est plutôt autoconsommation et vente directe, c'est tout ce qui ne passe pas par la filière organisée. D'accord. Donc ça, on l'estime à 15% à peu près, mais l'autoconsommation propre... Merci François. Je vous remercie. Pour le temps que vous nous avez consacré, pour vos questions, votre implication. Je remercie encore une fois nos soutiens, Fidia et Wisium, pour l'organisation de cette journée. Bravo à François et l'équipe du service économie. Bien sûr, ces présentations vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire, qui a été enregistré d'ailleurs. Donc, vous pourrez bien évidemment vous repencher en détail, voire au ralenti, sur l'ensemble de ces présentations. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. Le prochain aura lieu, il me semble, déjà beaucoup d'animations pendant le SPACE. Donc, je vous invite à nous rejoindre pendant le SPACE à nos nombreuses conférences. Nous allons aussi parler d'influenza aviaire assez rapidement dans le prochain webinaire. Bonne journée à tous, bon week-end et à la prochaine fois.
Merci, et je tiens à préciser que vous avez ici mon adresse mail pour toute idée de suggestion de focus pour les prochaines fois ou pour toute question supplémentaire concernant ce qui a été présenté. Voilà. Et je me joins à Maxime pour vous remercier puis vous dire à la prochaine. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.